Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un bouleversement historique qui a eu lieu à la fin du XVe siècle. La Méditerranée était jusque-là le centre du monde et de la civilisation. Les Phéniciens, les Grecs, les Romains et plus récemment les musulmans s'y étaient installés et avaient développé une culture et un savoir-faire, malgré les différences de religion et pas mal de guerres. Mais au XVe siècle, on comprend enfin que la Terre est ronde, on le savait depuis l'Antiquité, et qu'il existe d'autres univers et d'autres peuples. Mais surtout, qu'il existe également d'immenses richesses à conquérir. Mon exposé portera sur 3 parties, la Méditerranée, les grandes découvertes et la mondialisation. La Méditerranée. Bon, alors là, je reviens, l'Empire romain d'Occident a disparu et il existe 3 zones, des royaumes catholiques, l'Empire romain d'Orient, Byzance, et le califat abbasside à cette époque-là. Alors pourquoi ces échanges s'intensifient-ils en Méditerranée au Moyen-Âge? Bien, parce que c'est l'intérêt de tous. Il faut bien comprendre que qui dit commerce dit richesse. Qui dit richesse dit développement. Avec l'argent, on va pouvoir construire des navires de guerre également pour défendre ces territoires. On va pouvoir acheter d'autres biens. Et donc, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, ils laissent faire. D'autant plus qu'on peut utiliser les juifs et que ces juifs, eux, n'ont pas d'obligation et ne sont pas interdits de commerce. Les croisades. Mais que ce soit Venise ou Gênes, pour eux, c'est une opportunité encore plus grande parce qu'ils vont faire payer le transport des croisés jusqu'en Palestine et le faire payer très très cher. Certains seigneurs sont obligés de vendre leurs terres pour pouvoir se payer le transport jusqu'à la Terre Sainte. Alors il y a un problème qui se pose au niveau de la 4e croisade en 1202, puisque le pape a donc déclaré qu'il devait y avoir une 4e croisade, mais il n'y a pas assez de participants. Le départ doit se faire de Venise, mais Venise exige une somme colossale pour transporter les croisés. Les croisés, même en mettant tout leur argent, arrivent à payer que les 2/3 de la somme. Alors, il y avait un doge, Venise est dirigée par des doges qui était très vieux, il avait 85 ans, il était aveugle, Enrico Dandolo, qui leur dit « Bon, écoutez, j'ai un comptoir que j'aimerais bien récupérer, qui était anciennement vénitien sur la côte d'Almate, qui s'appelle Zara. Si en passant, vous en profitez pour prendre ce Zara, je vous fais crédit de la somme qui manque. Je faisais que crédit. Bon, les croisés disent OK, ils vont à Zara, ils prennent Zara. À ce moment-là, il y avait un empereur, donc à Byzance, à Constantinople, qui avait chassé son neveu qui aurait dû avoir le pouvoir. Et ce neveu s'appelait Alexis IV. Donc Alexis IV vient voir les croisés et leur dit « Écoutez, si
vous me rétablissez sur le trône de Byzance, c'est moi qui paierai la croisade en totalité. Ah, super. Les Vénitiens disent d'accord. Donc, ils naviguent toujours avec la flotte vénitienne vers Byzance. Bon, c'est pas si simple que de prendre Zara. Il a fallu quand même faire un siège. Il y avait des remparts qui étaient très élevés, mais ils arrivent à prendre Byzance. À ce moment-là, Alexis IV leur dit: ah ben non, j'ai pas l'argent, je ne peux pas vous payer. Bien entendu, Venise voulait toujours son argent. Ça ne changeait pas. Donc, furieux, n'arrivant pas à se faire payer, les croisés vont piller complètement Byzance. Ça a eu un effet désastreux parce que ça a affaibli considérablement l'Empire byzantin qui a explosé en 3 zones. Et on ne savait pas encore à l'époque, puisqu'on n'était qu'au début du XIIIe siècle, mais dès le milieu du XIVe siècle, les Turcs vont pénétrer, comme on le verra, dans l'Empire byzantin, et au XVIe siècle, l'Empire byzantin aura complètement disparu. Ça a accéléré le déclin de ce qui se passait au niveau de la Méditerranée. D'un autre côté, les Vénitiens n'ont pas fait que des mauvaises choses, puisqu'ils ont rouvert la route de la soie. La route de la soie existait depuis l'Antiquité, mais vu la situation politique, elle était difficilement praticable. Les Mongols ont occupé toute la zone et les Vénitiens ont passé des accords avec les Mongols. On verra que c'est leur spécialité, la négociation pour le commerce avec quelle que soit la religion ou le peuple. Et donc, ils ont pu aller chercher des épices et de la soie de l'autre côté, en Asie. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est que comme je vous le disais, malgré les différences de religion, de peuple, d'intérêt, le commerce existait et ça fonctionnait parfaitement. Donc voilà à quoi correspondait un exemple de ce qui se passait au début du XIVe siècle. Au début du XIVe siècle, on est en plein Moyen-Âge. Je vous en reparlerai après. Donc là, les chrétiens vendaient des métaux, du sel, des draps, du bois. Les Byzantins vendaient du vin, de l'huile, des fruits. Et les musulmans, notamment l'Empire mamelouk, vendaient de la soie, des épices, des pierres précieuses. Et venaient d'Afrique de l'or et des esclaves. Ah, oui, parce qu'il y avait quelques produits qui manquaient fortement, notamment l'or. On avait épuisé en Europe toutes les mines d'or. Et donc, pour faire du commerce, c'était un peu difficile. Même au XIVe siècle, les femmes n'avaient plus le droit de porter des bijoux en or parce qu'il fallait garder l'or pour battre monnaie. Qu'à cela ne tienne, on a quand même un ensemble. Alors, ce qui est curieux, c'est que il y a une sorte de communauté du commerce en Méditerranée. Il y a différents ports et d'un port à l'autre, il y a les gens se connaissent, se font confiance ou ne se font pas confiance. Il y a une langue commune qui a été inventée pour pouvoir se comprendre. Et puis on invente donc des nouvelles méthodes. Par exemple, on invente la lettre de change. La lettre de change, c'est quoi? C'est une reconnaissance de dette sur un organisme qui
et au-delà de tout soupçon, qui est absolument, on sait qu'il est sérieux, on sait qu'il paiera, quoi qu'il arrive. Donc, c'est souvent des banques qui émettent des lettres de change, souvent des banques qui viennent des républiques vénétiennes, des républiques italiennes, en particulier Gênes. Si vous avez une lettre de change d'un banquier de Gênes, vous pouvez la présenter n'importe où, elle sera transformée en or immédiatement. Ou vous pouvez la remettre à celui à qui vous devez de l'argent, qui lui-même pourra l'utiliser pour la redonner à un autre s'il doit acheter quelque chose. Donc ça évite, s'il y a un banquier dans chaque port qui peut, sur la présentation de la lettre de change, verser les sommes en or, ça vous évite d'en transporter. Donc, vous ne serez pas attaqué par les pirates puisque vous ne transportez qu'un bout de papier. Ça, c'est en plein Moyen-Âge. C'est dès vers 1300, début du XIVe siècle. Donc, il y a des comptoirs qui se constituent sur l'ensemble de la Méditerranée, avec un endroit stratégique, effectivement, le passage du Bosphore, Constantinople, et puis on pense aussi à aller alimenter la partie nord de l'Europe, parce que là, il y a une industrie aussi qui se développe dans la zone hanséatique et en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et donc, ils ont besoin de produits. Et donc, il va y avoir des premiers passages donc, par Gibraltar, qui à l'époque s'appelle pas Gibraltar, c'est Ceuta, c'est la ville qui est du côté de l'Afrique, au niveau du détroit de Gibraltar. Donc, la péninsule ibérique a été occupée par les musulmans, qui s'appelaient les Almohades. Ces musulmans occupaient pratiquement toute l'Espagne, donc il n'y avait que le nord de l'Espagne où il y avait des petits royaumes, comté de Catalogne, couronne d'Aragon, royaume de Navarre, la Castille et le royaume du Portugal. Donc tous ces petits royaumes se sont alliés pour faire une grande croisade et ils ont battu les Almohades à une bataille en 1212 qui est la victoire de Las Navas de Tolosa. C'est quelque chose d'aussi important que nous, Poitiers en 730. Donc, ils ont eu la chance de pouvoir repousser les Arabes, les musulmans, mais ils l'ont fait en 1212. Et très vite, vous voyez, au cours du XIIIe siècle, là, il n'est plus resté que la poche de Grenade. Alors, le reste de l'Europe. Le reste de l'Europe, j'ai choisi une date 1360. Pourquoi? Parce que la peste noire est terminée à cette date-là. C'est l'ensemble de la Méditerranée qui a été victime de la peste et qui a perdu énormément de la population. À la fin de la peste, les villages sont désertés, les terres agricoles sont désertées. Oui, mais la période d'avant était une période où il y avait surpopulation. C'était une période, je l'ai dit, de Moyen-Âge obscur. Moyen-Âge obscur, ils n'avaient fait aucun progrès au niveau des technologies agricoles, ils n'avaient fait aucun progrès au niveau de la culture agricole. Mais justement, après la peste, les gens se sont regroupés et ont reconstruit le cheptel, ont relancé l'agriculture et on est dans une période beaucoup plus dynamique. C'est paradoxal, mais on est dans une période beaucoup
plus dynamique que précédemment. Bon, le Portugal, je vous en parlerai après, puisque je vais vous faire un peu l'histoire du Portugal avant de vous parler des conquêtes et des grandes découvertes. On est à la période de la papauté d'Avignon et on est en pleine guerre de 100 ans. Je vous dis, on est en plein Moyen-Âge obscur, on est dans le Moyen-Âge, clairement. C'est la bataille de Poitiers, 1356. Vous voyez que la France est dans un mauvais état. Mais Charles V va tout reconquérir. Le Saint-Empire, alors on sait parce qu'on l'a étudié précédemment, que Frédéric II a été un grand empereur, mais qu'il n'a pas eu de successeur, malheureusement, et que l'Empire est un peu en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse, c'est un système électif. C'est les différents seigneurs qui élisent l'empereur. Or, justement, ils ne veulent pas d'Italiens, parce qu'il y a le pape. Ils ne veulent pas de Français, parce qu'il y a la guerre. Ils ne veulent pas d'Anglais, parce qu'il y a la guerre. Ils ne veulent pas d'Espagnols. Donc, ils vont choisir un empereur qui n'est ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres. C'est l'empereur de Bohême. Royaume de Naples, on est toujours avec la maison d'Anjou et la reine Jeanne qui descendent du frère de Louis IX. Et ça, on l'a étudié précédemment. Les Byzantins. Alors, les Byzantins ont complètement explosé avec cette histoire de quatrième croisade que je vous ai expliquée précédemment. Donc, il y a la zone de Constantinople avec, ils ont repris quand même, ça n'a pas duré longtemps, les chrétiens à Constantinople. Donc, les Byzantins ont repris le pouvoir, mais et surtout 1354. Vous voyez, c'est la zone orange foncé, là. Bien, les Turcs viennent d'entrer en Europe. C'est la petite zone orange, là. Ils ont traversé la mer et ils vont pénétrer en Europe. Mais tout le monde s'en moque à l'époque. Les Français et les Anglais se battent, les Espagnols se sont débarrassés des musulmans et se marient entre eux. Ils essayent d'augmenter la taille de leur royaume. Vous voyez l'Aragon, là, elle s'intéresse uniquement à la Méditerranée. Elle a déjà repris aux Français la Sicile et aux Génois la Sardaigne. Donc, ils essayent de se construire un petit empire de ce côté-là. Il y a quand même quelqu'un au Portugal qui pense, qui veut devenir roi à la fin du XIVe siècle et qui va lancer les grandes découvertes. Il est déjà né en 1360, il y a 20 ans. C'est Jean Ier du Portugal. Et puis donc, l'explosion des royaumes abbassides. Et par contre, les Mamelouks sont encore présents. L'empire mamelouk en Égypte. Sultanat mamelouk d'Égypte. Mais pendant ce temps-là, et justement après la peste, les progrès techniques se développent, notamment en matière de navigation. Mais ce n'est plus la Méditerranée qui est leader dans ce domaine, c'est le nord de l'Europe, les villes hanséatiques. Elles se sont beaucoup inspirées de ce que faisaient les Vikings en matière de navigation, mais elles ont créé des navires qui permettent de transporter de la marchandise, des soldats. C'est vrai aussi pour Gênes. Gênes aussi est capable de créer ce genre de navire assez vite. Donc, on appelle ça un Kogen. On a des nouveaux instruments de navigation, la boussole qui vient de la Chine, qui est arrivée de Chine,
et puis l'astrolabe qui permet de savoir où on est à partir des étoiles s'il n'y a pas de nuages. On a des nouveaux gouvernails beaucoup plus souples qui s'appellent des étendons. On a des systèmes de coques qui sont aussi qui ont été inventés par les Vikings. C'est la coque à clin, c'est-à-dire qu'il y a superposition des planches, alors qu'en Méditerranée, on utilisait la bordée à franc-bord, qui était beaucoup plus poreuse. Donc le cog en Méditerranée va se transformer en carac. Chercher la différence, il y en a peu. Et puis surtout, les galères ont beaucoup évolué grâce aux républiques italiennes, Gênes et Venise. Et donc les batailles sont souvent liées au progrès technique. Quand Gênes a inventé cette galère, la Sensile, avec 3 rameurs par banc, elle a gagné les batailles. Et puis après, quand Venise, elle, a amélioré encore la technique, c'est Venise qui a gagné. Et puis il y a l'imprimerie. Donc l'imprimerie, elle vient aussi de Chine, comme la boussole. Donc on a quand même bien des contacts grâce aux Vénitiens avec l'Asie. Et on sait faire du papier. Les Chinois savaient en faire depuis l'an 105. Et on sait faire aussi de l'imprimerie. Bon, l'imprimerie, si on regarde les dates, c'est le XVe siècle, mais en fait, Gutenberg, il n'a pas inventé l'imprimerie, il a inventé du matériel qui permet de développer l'imprimerie et de faire des gros ouvrages. L'imprimerie existait dès le XIVe siècle. Et puis, on a inventé aussi quelque chose de très important, parce que je l'ai enseigné pendant beaucoup d'années. Il y a plus ou moins de succès, d'ailleurs. C'est pas si facile à comprendre. Faut pas se moquer. C'est la comptabilité en partie double. Ça existait peut-être avant, mais en fait, là aussi, c'est au XVe siècle qu'il y a un homme qui a écrit un manuel de comptabilité, Lucas Paoli. Mais bon, dès le XIVe siècle, ça n'a pas été une révolution brutale, ça a été un passage régulier avec effectivement des avancées techniques du XIVe au XVe siècle. Oui, mais la comptabilité a permis de faciliter beaucoup les affaires. Justement, le système de la lettre de change a pu se développer parce qu'on utilisait la comptabilité en partie double. Sans comptabilité en partie double, il n'y aurait pas eu de lettre de change. C'est les 2 grandes inventions commerciales qui ont fait que on a pu se développer au niveau de la Méditerranée et ensuite au niveau de l'Atlantique. Alors, parlons de Venise. Il y a 2 républiques qui sont importantes, Venise et Gênes. Venise. Donc, elle a acquis son indépendance. Elle faisait partie de l'Empire romain d'Orient. C'était un comptoir de l'Empire romain d'Orient. Et elle a pu devenir indépendante. Et elle, très vite, en plus, ça ne s'y prêtait pas. C'était sur une lagune. Il n'y avait pas beaucoup de territoire. Ils ont décidé de construire une flotte et de partir sur les mers, faire du commerce, de construire des comptoirs partout sur la Méditerranée et sur la terre aussi, parce qu'ils ont utilisé les routes terrestres pour développer leur commerce. Donc, si on regarde le système de Venise, vous voyez qu'ils occupent toute la Méditerranée, en particulier la partie bleu foncé, où là, ils sont tellement puissants que les concurrents, c'est-à-dire Gênes et Pise,
ont du mal à s'implanter. Et puis, comme ils sont des anciens de Constantinople, quand même, des anciens byzantins, ils obtiennent très vite de diminuer les droits de douane. Ça va empêcher le Doge de venir les attaquer. En 1200. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'importance de Venise à cette époque. Alors, j'ai pris l'exemple du sucre pour vous démontrer le système vénitien. Qu'est-ce qui fait la richesse de Venise? Bon, les croisades, c'est un point porte de départ pour les croisades, ça c'est sûr, ça aide. Mais surtout, je ne vous l'ai pas dit, toutes les marchandises doivent passer par Venise, où qu'elles aillent. Si elles vont en Espagne depuis Jaffa, elles passeront par Venise. Si elles partent de Trébizonde, elles passeront par Venise pour repartir ensuite sur Tripoli. Et à Venise, on va leur faire payer des droits de douane. Vérifier qu'ils se peinent pour vérifier la marchandise. Et donc, ça va permettre à Venise de financer ses bateaux, de construire de nouveaux comptoirs, etc. Alors, je prends par exemple le sucre. Alors, le sucre, c'est très intéressant. C'est une denrée qui est très utile et qui est très rare, notamment, comme je vous ai dit qu'au début du XIVe siècle, on mourait de faim quasiment, hein, parce qu'il y avait une surpopulation et très peu d'agriculture, très peu de progrès en agriculture. Mais on avait des arbres fruitiers, par exemple. On ne pouvait pas conserver les fruits. Il aurait fallu faire de la confiture. Et la confiture, il faut du sucre. Or, du sucre, il n'y en avait pas en Europe, ou très peu. Un peu en Sicile et un peu dans le sud de l'Espagne, parce qu'il faut à la fois de l'humidité et de la chaleur. Et les deux zones de production, c'est la Palestine et l'Égypte. Oui, alors c'était par là qu'était passé Saint-Louis, hein, on n'était pas très bien vu dans ce coin-là, hein, les Mamelouks. Mais les Vénitiens, si, hein. Les Vénitiens, pas de problème, ils pouvaient discuter avec les musulmans et apporter du sucre en passant par Venise à l'ensemble de l'Europe, y compris, maintenant ils passaient par Ceuta, le détroit, et ils arrivaient jusqu'à Bruges. Mais c'était quand même une pénurie forte. Alors, Gênes, c'est encore plus intéressant que Venise. C'est ça, je voulais faire. Quand j'ai découvert ce système génois, je me suis dit, là, il faut que je fasse un exposé l'année prochaine. Là, je vais aller très vite, parce que ce n'est pas le but de mon exposé. Donc, un sol pauvre qui ne permet pas de nourrir la population, qui se double d'une instabilité politique. Les Génois étaient bons en tout. C'étaient des bons soldats, des bons navigateurs. Ils savaient construire des navires mieux que les autres. Et surtout, ils étaient de très bons commerçants et financiers. Donc, ils avaient toutes les qualités, sauf une, ils étaient nuls au niveau de la situation politique. Ils ont tout essayé de faire venir des podestas et des gouverneurs étrangers, parce qu'en fait, il y avait 5 familles qui se disputaient le pouvoir. Ils ont essayé de nommer des bourgeois comme Doge. Rien n'y faisait. À chaque fois, il y avait un changement de gouvernement, un renversement du gouvernement. Et pendant la période où le gouvernement était renversé, rien n'allait plus au niveau de Gênes.
Alors, sur la Méditerranée, eux, ils ont obtenu leur indépendance de l'Empire romain germanique pour services maritimes rendus, notamment au niveau des croisades. Ça les a bien enrichis, mais en plus, ah oui, c'était un moyen de payer. L'empereur, il a dit, écoutez, je vous laisse votre indépendance si vous me transportez mon armée en croisade. Donc, ils ont obtenu leur indépendance et ils ont trouvé un concurrent sérieux, premier concurrent sérieux, qui était Pise. Pise, c'était à peu près la même situation, hein. Ils n'avaient pas de terrain, il fallait qu'ils trouvent de la nourriture à l'extérieur, et la nourriture à l'extérieur, c'était la Corse et la Sardaigne. Au départ, ça allait parce que les Pisantins, je ne sais pas, les habitants de Pise s'étaient installés dans le sud de la Corse, et puis les habitants de Gênes, enfin les Génois étaient dans le nord. Et puis le pape jouait bien son rôle parce qu'il nommait un évêque de Pise dans la zone de Pise et un évêque de Gênes dans la zone de Gênes. Mais il y avait et donc chacun prélevait surtout du bois. Pourquoi du bois, d'après vous? Bien entendu, pour construire des navires et améliorer leur flotte. Bon, ils ont été trop en concurrence et ils se sont fait la guerre. Il y a eu une grande bataille en 1284, la bataille de Meloria. Et là, Gênes a écrasé Pise. Pise a disparu complètement du commerce de la Méditerranée à cette époque. Mais il restait Venise. Et Venise et Gênes étaient vraiment dans la même zone, notamment au niveau de la mer Noire. Ils avaient des comptoirs qui étaient très voisins, ils étaient très concurrents. Mais cette fois, c'est donc Gênes qui a battu Venise en 1298 à la bataille de Curzon. Donc, au XIVe siècle, Gênes dominait Venise. Vous allez me dire, le XIVe siècle, ce n'était pas encore l'époque où le commerce était le plus important. Et justement, en 1380, il y a eu une bataille, la guerre de Chioggia. Et là, c'est la défaite génoise. Donc, Venise récupère une grande partie de la partie ouest de la Méditerranée. Gênes arrive à sauver la partie est qu'elle doit partager avec les Aragonais qui eux aussi veulent un empire. Vous avez vu, ils s'étaient intéressés à la Sicile et à la Sardaigne, donc qui reprennent la Sardaigne génois. Donc on a trois puissances maritimes, l'Aragon, vous allez me dire, et Marseille. Je pense que vous allez me dire, et Marseille. Bien Marseille, oui, vous avez vu, il y avait la reine Jeanne. La reine Jeanne était comtesse de Provence, mais elle n'y a jamais mis les pieds. C'était des fonctionnaires de Naples qui gouvernaient là. Bon. Et ils n'ont jamais pu, ils ont failli avoir la même situation que Gênes et Venise et Pise. Mais Charles d'Anjou gagnait une bataille. Ils ont perdu leur indépendance, les Marseillais. Donc, alors, autant Venise, c'était bien d'avoir l'Ouest, mais à l'Ouest, il y avait qui? Il y avait les Turcs. Donc, ils ont perdu petit à petit tout leur comptoir à l'Ouest. Gênes a perdu aussi. Elle aussi, elle était implantée sur la mer Noire. Ils avaient des comptoirs superbes, mais ils ont été capables de se reconvertir dans la banque. Je vous en parlerai dans la troisième partie. C'était les banquiers de Philippe II et les banquiers de la première mondialisation.
Voilà. Alors là, c'est une carte qui est hyper compliquée parce que vous avez plusieurs périodes sur la même carte. Mais ça donne quand même une idée de ce qu'était la République de Gênes entre le XIIIe et le XVIe, XVIIe siècle. Le XVIIe, ça a été fini pour différentes raisons que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui. XVe siècle, 1453, prise de Constantinople. Alors, quand on voit la carte, on se dit, bah ouais, ça, on se demande comment il y a encore Constantinople voilà, au milieu de la zone turque. Mais ça n'a pas été si simple, enfin, ça n'a pas été trop dur parce que les forces en présence n'étaient pas du tout égales. Hein. D'un côté, il y avait 7000 hommes, de l'autre côté, il y en avait 150 000 et 400 000. D'un autre côté, il y avait quelques 26 navires, de l'autre côté, il y avait 120 navires. Donc ça n'avait rien à voir. Donc, ils ont pris Constant. Mais d'un point de vue psychologique, là l'Europe s'est dit, ah, l'Empire romain a disparu, les temps sont en train de changer. Ils ont enfin compris, hein, parce qu'ils étaient qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du monde. Je continue, donc je suis en 1550, j'ai passé un siècle, donc on voit que les Turcs ont continué leur petit... Et que là, on est au niveau d'une grosse zone rouge, on est dans l'empire de Charles Quint. L'empire de Charles Quint. Regardez bien la carte, parce que ça va être un élément important par le fait des mariages. Charles Quint est devenu, c'était la famille Habsbourg, s'est fait élire empereur en tant que Habsbourg, et l'Espagne, il a hérité de sa mère qui était la fille d'Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon. Donc un empire charles-quint, un empire turc, et la France. Pas très grande, mais au moins c'est un ensemble homogène. Et puis là, regardez, Portugal. Portugal, il a les mêmes frontières quasiment depuis le XIIIe siècle. C'est le seul royaume, c'est le seul État qui n'a pas bougé au niveau de ses frontières. Là, on voit que au niveau de l'Europe, ça bouge, ça recule, ça avance. Le Portugal, il est toujours là. Il va faire des grandes choses. Alors, pour terminer cette première partie, je dirais qu'elle se termine par la bataille de Lépante en 1571. Donc, il faut absolument bloquer l'avancée des... Regardez, ils sont aux portes de Vienne. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Bon, ils sont en intention de rentrer dans l'Empire. Donc, une ligue va se faire. C'est Philippe II. Hein, là, c'est la fin de l'Empire de Charles Quint. Il meurt tout de suite après. Donc, Philippe II qui s'allie avec l'Empire romain germanique et la famille des Habsbourg pour faire, et les Génois et les Vénitiens, pour faire la Seine, pour faire une très très grande flotte qui va donc battre les Ottomans en 1570 à la bataille de Lépante. Donc c'est une très très grosse victoire. Hein. Il y a eu énormément de bateaux ottomans qui sont coulés, des prisonniers qui sont faits. Les catholiques n'ont gagné aucun territoire. Les musulmans ont tout conservé. Ils ont refait très vite leur flotte, mais ils ont arrêté de progresser
au niveau de la Méditerranée. S'il n'y avait pas eu la bataille de Lépante, il est probable qu'ils aient occupé l'ensemble de la Méditerranée. Donc voilà la situation en Méditerranée. Deuxième partie, le temps des découvertes. Les Européens n'ont pas attendu les grandes expéditions pour s'ouvrir au monde. Nous avons déjà eu les Vikings au Xe siècle qui sont descendus jusqu'à la Méditerranée et peut-être ont atteint l'Amérique. Les croisades au XIIe et XIIIe siècle. Les Portugais et les Espagnols, à la fin du XVe, sont attirés vers l'Atlantique et vers les découvertes de nouvelles voies de navigation. On commence à parler d'une terre qui serait ronde. Et c'est au XVIe siècle, en fait, qu'ils commencent à exploiter les richesses des nouveaux territoires. Ça sera la troisième partie. Alors, parlons un peu de l'histoire du Portugal. Donc, nous avons au XIVe siècle un roi qui s'appelle Alphonse IV, qui est un grand roi qui a combattu contre les musulmans et qui a un fils qui s'appelle Pierre. Alors, la tradition veut que les rois du Portugal ou les futurs rois du Portugal épousent des princesses castillanes et qu'inversement, les rois castillans épousent des princesses portugaises. Ce qui est fait par Pierre, qui épouse Constance de Castille. Constance de Castille, malheureusement, meurt en couche en donnant naissance au futur héritier, Ferdinand Ier. Mais déjà, Pierre avait connu une de ces dames de cour qui s'appelait Inès de Castro, dont il était tombé éperdument amoureux. À la mort de Constance, ça devait déjà être le cas avant, donc il vit avec Inès de Castro, il lui fait des enfants. Ça ne plaît pas du tout à Alphonse IV. Et Alphonse IV fait assassiner la pauvre Inès de Castro en 1355 et lui-même meurt en 1357. Quand Pierre Ier accède au pouvoir, c'est la légende, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous la raconte telle quelle. Pierre Ier fait déterrer Inès de Castro, l'épouse, et aurait fait défiler tous les nobles portugais pour lui baiser la main et la reconnaître comme reine. Donc c'est la reine morte. Donc la reine morte, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un roman de Monterland. On en a fait aussi une pièce de théâtre. On en a fait aussi un opéra. Voilà l'histoire de la reine morte. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, quand il décède lui-même, donc c'est bien son fils Ferdinand Ier qui accède au trône. Ferdinand Ier, dans la bonne tradition, devait épouser la fille du roi de Castille. Le roi de Castille, c'est Henri II de Trastamare. Donc lui non plus n'était pas destiné au trône, puisque le roi de Castille, Alphonse XI, avait un fils avec une princesse du Portugal, Marie du Portugal, qui s'appelle Pierre. Et il vivait avec une dame de la cour qui s'appelle Léonore Guzman, avec qui il a eu pas mal d'enfants. Entre les deux frères, les deux mi-frères, il préférait nettement Henri, qui était beaucoup plus intelligent, bien meilleur cavalier, bien meilleur guerrier que Pierre. Bon. Mais Pierre accède au pouvoir, c'est normal, à la mort de Alphonse. Henri veut absolument avoir le pouvoir. Et il va aller en France. C'est Charles V à l'époque qui est roi de France.
et il a une armée qui, pour le moment, n'est pas utilisable, qui est commandée par Bertrand du Guesclin, et donc Henri fait venir il achète l'armée française pour faire tomber son frère. Donc ça s'est pas fait en une fois, je vous raconte pas tout parce que c'est pas le problème, mais il finit par faire tuer, c'est pas lui qui le tue directement, à faire tuer son frère et à prendre le pouvoir. Donc c'est ce roi Henri II qui veut faire épouser, selon la tradition, sa fille à Ferdinand Ier. Mais voilà que Ferdinand Ier est amoureux de la femme d'un seigneur de sa cour. Il arrive à se débarrasser du seigneur et il épouse cette femme qui s'appelle Éléonore Télès. Henri II, bien entendu, est furieux. Il vient aux portes de Lisbonne. Il réussit à conquérir Lisbonne. Il brûle tout et il retourne chez lui. Ça n'empêche pas Ferdinand Ier de continuer de vivre et à épouser Éléonore. On dit même que c'est elle qui gouvernait, parce que Ferdinand était un peu... C'est des mariages consanguins et ça ne donnait pas toujours des personnes de caractère, des rois de caractère. Alors, que devrait-il se passer au Portugal? Eh bien, le fils de Ferdinand Ier devrait épouser une fille de Castille. Malheureusement, ses fils sont morts et il n'a plus qu'une fille qui s'appelle Béatrice de Portugal. Qu'à cela ne tienne, Béatrice devrait épouser Jean Ier de Trastamare et c'était déjà un homme assez âgé qui avait déjà eu des femmes et qui avait déjà eu une descendance. Mais à terme, les enfants de ce couple devraient devenir rois du Portugal. Voilà la situation. Mais elle n'est pas au goût des Portugais. Les Portugais ne veulent absolument pas être annexés à la Castille. Ils ont d'autres ambitions. Ils ont l'ambition de conserver leur indépendance et d'aller voir vers l'Atlantique ce qui s'y passe, surtout sur les côtes africaines, parce qu'ils pensent que de ce côté-là, il y a de l'or qui arrive et que cet or, ils aimeraient bien savoir d'où il vient. Donc c'est un tout petit pays, il y a 1 million d'habitants, et c'est pas les seigneurs. Les seigneurs sont pour le mariage classique, c'est le peuple, les marins, les bourgeois, qui se réunissent et qui disent, nous, on veut pas du tout de ce roi-là, on veut que ça soit Jean d'Avise qui devienne roi du Portugal. Alors, qui est ce Jean-là qui vient de nulle part? Eh bien, c'est le frère de Ferdinand, mais un frère bâtard qui n'est ni de Inès ni de Constance, qui est d'une 3e femme, mais c'est un seigneur qui est très instruit, il fait partie d'un ordre religieux et qui est également un guerrier. Donc, il monte une armée qui va se battre contre une coalition où il y a à la fois il y a beaucoup de prétendants au trône puisque Pierre a eu 2 femmes. Donc il y a les enfants de la coalition Jean Ier, Béatrice du Portugal, et il y a également les enfants d'Inès de Castro, qui, vu qu'il l'a épousée morte, considèrent que c'est normal que ce soit eux qui montent sur le trône du Portugal. Eh bien, donc il y a une bataille qui est la bataille d'Abu-Badrota, excusez-moi. Et ce qui gagne, eh bien, c'est les Portugais, avec Jean à leur tête.
Et à partir de là, eh bien, on peut dire que le Portugal reste indépendant jusqu'à maintenant avec les mêmes frontières que celles qui existaient au XIVe siècle. Et ce roi va avoir pour ambition de construire des bateaux qui vont explorer les côtes africaines dans un premier temps. Il charge un de ses fils, qu'on connaît de réputation, Henri le Navigateur, de monter ces expéditions. Alors, ça ne va pas se faire en une année, ça va se faire en un siècle, mais ils vont effectivement explorer ces côtes africaines. La première prise, c'est Ceuta. C'est quoi Ceuta? Rappelez-vous, c'est le détroit de Gibraltar. Donc, ça veut dire qu'en s'emparant de cette ville, ils s'emparent également du verrou au niveau du commerce, puisque tous les bateaux de la Méditerranée doivent passer par là pour alimenter l'Angleterre et Bruges, qui est le port principal de l'Europe à ce moment-là. Et puis, ils s'emparent de Madère. Ah, Madère, intéressant, parce que c'est un pays où on peut produire du vin, ça c'est déjà une richesse, mais surtout du sucre. Et effectivement, ils vont monter des plantations de sucre à Madère qui vont leur apporter beaucoup d'argent. Les Açores, ça c'est pas trop intéressant. En attendant, le pape Nicolas V en 1455, donc en plein milieu du XVe siècle, je vous ai dit que le XVe siècle était un siècle important, rédige une bulle qui donne au roi successeur de Jean-Alphonse V du Portugal toutes les terres en dessous d'un endroit qui est au Sénégal qui s'appelle le cap de Bojador et autorise l'asservissement des païens de cette région, c'est-à-dire il leur permet l'esclavage. Ensuite, donc, il continue à descendre les côtes, il trouve de l'or en Guinée, il trouve de l'or au Libéria, il trouve de l'or sur toute la côte. Et en 1474, ça n'a rien à voir, mais il découvre le Groenland. Bon, par contre, en 1488, donc c'est presque la fin du siècle, le Bartholomew de Diaz passe le cap de Bonne-Espérance, la pointe de l'Afrique. Mais ils n'ont toujours pas découvert ce qu'ils recherchent quand même depuis le début, c'est-à-dire où aboutit la route de la soie, c'est-à-dire en Inde. Ils n'ont pas réussi encore à y accéder. Ouais, voilà le trajet ils sont juste en 1488, ils sont au niveau du cap de Bonne-Espérance. Il faudra attendre le début du XVIe pour qu'ils arrivent avec Vasco de Gama à remonter pour arriver en Inde. Alors, pourquoi avoir financé ces expéditions au départ? Bon, c'est sûr que la route de l'Inde, ils y pensaient. Mais c'était aussi un peu l'idée de trouver de nouvelles terres, de nouveaux peuples. Il y avait un côté aventure au XVe siècle qu'on ne retrouvera absolument pas au XVIe, où ce sera simplement l'exploitation du pays et ramener le maximum d'argent. Bon, pour ça, ils ont effectivement inventé la caravelle, qui est un bateau qui est extrêmement révolutionnaire et qui leur a permis, grâce à sa facilité de manœuvre, de dépasser les zones qui étaient connues encore au début du XVe, qui étaient de connaître de nouvelles terres. Alors le monde, le voilà. Alors vous voyez que oui, le Portugal, on le voit même pas sur la carte parce que il n'y avait pas la place. On voit un peu la Méditerranée. En fait, les grands
les grandes zones économiques, c'est pas ça, hein. Il y a l'Empire ottoman, le sultanat mamelouk, le sultanat mamelouk, quelques zones de l'Inde et surtout la Chine, le centre du monde, si on veut le situer, où il y a le commerce le plus florissant et où il y a la civilisation la plus avancée, c'est l'empire des Ming en Chine au XIVe siècle. Alors, les Chinois, ils aussi, ils ont des bateaux, hein, mais pas du tout la même technologie, hein, comme vous le voyez, et ils ne naviguent pas seuls comme ça, 3 ou 4 bateaux, c'est des armées entières. Mais il y a quand même ils ont sillonné, ils n'ont jamais redescendu l'Afrique, ils n'ont jamais osé le faire, mais ils ont été quand même en Indochine, au Japon. En 1492, grande date, les rois catholiques Isabelle et Ferdinand entrent dans Grenade. C'est la fin des musulmans en Espagne. Bon, alors ils ont également la même date passé un accord avec Christophe Colomb pour découvrir, pour chercher une nouvelle route vers l'Inde, et ils ont également promulgué un décret pour l'expulsion des Juifs. Tout ça en 4 mois. Ça fait beaucoup d'activités. Alors, qu'en est-il de la conquête? Qu'en est-il de la route des Indes? Christophe Colomb, il était au courant que la Terre était ronde. Il disait, mais pourquoi les Portugais s'embêtent à descendre et à contourner l'Afrique? Parce que finalement, si la Terre est ronde, il suffit d'aller vers l'ouest. Comme la Terre est ronde, on arrivera forcément également en Inde. Et il a toujours été persuadé, durant toute sa vie, il a fait monter 4 expéditions, il a toujours été persuadé qu'il avait atteint les Indes. On voit que ce n'est pas vraiment le cas. Il a atteint les Caraïbes, il a atteint le Venezuela, mais il n'a jamais atteint les Indes. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle la date de, si vous l'avez oublié, c'est plus loin, si vous l'avez oublié, 1498, Vasco de Gama arrive en Inde, enfin. Et là, 1494, c'est-à-dire 4 ans avant l'arrivée de Vasco de Gama, eh bien, un traité est signé entre l'Espagne, qui n'a pas fait grand-chose encore, et le Portugal pour se partager le monde, le traité de Tordesillas. C'est extraordinaire, hein, puisqu'ils partagent le monde à partir de 2 méridiens. Tout ce qui est en dehors de la zone centrale, c'est pour l'Espagne. Tout ce qui est à l'intérieur de la zone centrale, c'est pour le Portugal. Alors, il y a eu un petit défaut là, parce que les Espagnols ont pris les Philippines, qui étaient dans la zone portugaise, mais on a refait un contrat, on a refait un traité en 1529, le traité de Saragosse. Ils en étaient vraiment tout à fait au début de l'exploration et ils s'étaient déjà divisé le monde. C'est pour ça que François Ier était un peu surpris, hein. Il dit comment ça se fait que le monde soit partagé et que moi j'en sois exclu. Surtout quand on voit sur la carte le petit point, tout ça part, c'est pas grand-chose. Voilà pour les conquêtes. Troisième partie, la première mondialisation. Alors, vous voyez que le monde commence à ressembler à ce qu'on connaît maintenant. Il y a encore quelques différences, mais on a déjà une meilleure connaissance du monde et des peuples. Donc, le partage. Donc, vous voyez que le partage permet aussi bien à l'Espagne qui est en rouge qu'au Portugal qui est en vert d'avoir des richesses qui correspondent
aux besoins, notamment de ce qui manquait au XIVe siècle. Donc, il manquait l'or, l'argent, le tabac, le sucre, le mercure. Il manquait de l'ivoire, il manquait et de la soie, bien entendu, des épices. Tous ces trésors-là vont pouvoir être expédiés dans cette zone de la péninsule ibérique. Alors, pour Lisbonne, enfin, pour le Portugal, ça sera Lisbonne, et pour l'Espagne, ça sera Séville. Donc, effectivement, au début du XVe siècle, Lisbonne est une ville en pleine expansion. Alors, comme c'est un tout petit pays, bien entendu, les Portugais, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, arrivent à Lisbonne tous les spécialistes du commerce, notamment du commerce en Méditerranée. On voit arriver les Vénitiens, les Génois, et qui permettent justement aussi de trouver les bons interlocuteurs. Parce que quand Vasco de Gama est arrivé en Inde, certes, il est arrivé en Inde, mais il n'a pas rencontré les bons créneaux pour pouvoir négocier. En plus, il avait apporté que de la marchandise de troisième catégorie, par exemple des pots de chambre. Donc, c'est sûr que les Indiens n'ont pas tellement apprécié les produits qu'il leur proposait en échange de la soie et des épices. Mais tout ça va se faire tranquillement. Donc, on a le sucre de canne et le vin qui vient de Madère, le blé qui vient de Ceuta, le musc et l'indigo qui vient de l'Afrique du Nord, et puis surtout d'importantes quotidiennes d'or qui viennent de Guinée et du Ghana. Et puis des esclaves aussi, qui, pour le moment, sont des esclaves qui vont être utilisés par les Portugais eux-mêmes. Il n'y a pas encore ce dont je veux vous parler plus tard. Mais le marché le plus important, bien entendu, c'est le marché des Indes, grâce à l'expédition de Vasco de Gama. Donc, par rapport à l'Espagne, je pense que le Portugal avait largement une avance considérable. Bon, ceci dit, ces villes, vous avez vu, je vous ai montré la carte, il y a l'or du Pérou, et également de la marchandise qui arrive. Bon, il faut maintenant changer, c'est plus la découverte, c'est le business, le commerce, et donc on va créer une bourse à ces villes pour fixer le prix des marchandises. Donc ça, c'est énorme, la ville passe de 65 000 habitants à 150 000. Mais les Portugais se disent, voilà, Lisbonne, c'est bien, mais si cette marchandise arrive à Lisbonne, nous, on ne sait pas trop quoi en faire. Si on doit la transporter par la terre les clients, c'est les clients en partie de la Méditerranée, mais c'est aussi des clients qui se trouvent dans le nord de l'Europe. C'est l'Allemagne notamment. Enfin, l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne, c'est l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, et puis les Pays-Bas, et puis l'Angleterre aussi, qui a une industrie de la laine, du textile qui est très développée. Donc c'est eux qui sont les clients du Portugal. Donc, c'est pas possible. Il faut trouver une nouvelle destination pour apporter la marchandise, notamment la marchandise qui vient de l'Inde, les épices et le poivre. Et donc, ils choisissent Anvers. Anvers, c'est situé en Belgique. D'ailleurs, les fugueurs, qui sont les grands bailleurs de fonds du Saint-Empire romain germanique, y ont créé également un centre d'affaires. Alors, on est en pleine période de guerre de religion. Mais
Donc, des protestants sont chassés, pourchassés, notamment de France, mais aussi d'Espagne et aussi d'Allemagne. Et Anvers devient une ville refuge. Bien qu'on soit dans l'empire de Charles Quint et que Charles Quint soit absolument contre la religion protestante. Mais il est suffisamment intelligent pour se dire que la richesse d'Anvers peut profiter et notamment va lui permettre de payer les armées, parce qu'il doit avoir des armées contre les Français, contre les Turcs qui l'attaquent de l'autre côté et contre les Italiens qui veulent également garder leur indépendance. Donc, il a absolument besoin d'argent et cet argent afflue sur Anvers. Alors, pour vous montrer l'importance du changement, j'ai pris une matière qui n'est pas une matière qui vient du Nouveau Monde ni de l'Asie, qui vient d'Europe centrale, le cuivre. Au début du siècle, en 1500, le cuivre n'est que de 5%, la part du cuivre n'est que de 5% à Anvers. En 1520, 20 ans après, ça va très vite, 44%. Et en 1540, 49%. Donc finalement, en une génération, Anvers devient le centre du monde. C'est pour ça que je vous ai parlé de mondialisation. Charles Quint, chez les fugueurs. Oui, donc là aussi, il y a un changement dans les mentalités. Les fugueurs sont des banquiers, des commerçants. Un empereur n'irait jamais manger chez des commerçants. Eh bien, Charles Quint, si. Et il fait affaire avec eux et il leur demande même des conseils sur la manière de gérer ses biens. La richesse, elle afflue aussi et on voit que notamment il y a un art flamand à cette époque qui est très important et à travers cet art, parce qu'en plus ce sont les bourgeois, les commerçants qui se font offrir des tableaux. Donc on voit leur intérieur, on voit leurs vêtements. La richesse est très importante. Alors, comment ça fonctionne à partir de cette période-là? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vous ai dit, sur la côte africaine, on a trouvé des esclaves. Mais ces esclaves, on se dit qu'au Brésil, il y a un climat qui est excellent pour produire de la canne à sucre, le sucre étant un produit absolument indispensable. C'est vrai aussi pour les Antilles. Donc, il commence à y avoir transport d'esclaves vers les Antilles et vers le Portugal et vers le Brésil. On passe de 1510 à 1905 esclaves à 1659 830 esclaves qui sont transportés sur les côtes américaine. Alors voilà, c'est une plantation, le plan d'une plantation. Vous voyez les cases, l'usine, la maison du maître et surtout l'église. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc c'était très très dur, le climat était pas bon et il y avait énormément de mortalité. Donc, environ 13 millions d'Africains sont conduits de force en Amérique entre le XVIe et le XIXe siècle. Donc là, on est vraiment au début de l'esclavage, mais il est enclenché. Donc c'est un système triangulaire. On appelle ça la première mondialisation, qui s'appuie sur la traite atlantique et la généralisation de l'esclavage.
Ça crée énormément de richesse et cette richesse est redistribuée dans l'ensemble du monde, donc mondialisation, et pas forcément dans les pays d'origine, comme on va le voir. Donc cet afflux de métaux précieux d'Amérique, elle arrive à Séville, elle arrive à Lisbonne. Alors déjà un premier phénomène, c'est que les prix augmentent. Oui, les prix augmentent en proportion de la quantité d'or et d'argent qui arrive. Pas de chance. Le prix des aliments, le prix des biens industriels, l'ensemble des prix augmente. Donc finalement, le pouvoir d'achat n'augmente pas puisque ça s'appelle l'inflation. Hein. Vous savez ce que c'est tout ça? On l'a connu. Et on commence à voir des premiers économistes qui se penchent sur la question. Et donc, un économiste qui s'appelle Jean Bodin, qui est français, et qui est bien du XVIe siècle, et qui dit que la quantité de monnaie étant multipliée par X, les prix sont multipliés par le même coefficient. Donc, finalement, plus on amène de richesse, plus les prix augmentent et le pouvoir d'achat n'augmente pas, ou augmente moins vite. Et en plus, l'Espagne, qui est pourtant les maîtres du monde, la moitié des maîtres du monde, puisque l'autre moitié c'est le Portugal, eh bien, va connaître des banqueroutes. Ce qui fait dire que la richesse espagnole n'est qu'une illusion. Dire si l'Espagne est en banqueroute, il faut bien qu'il y ait des gagnants. Et les gagnants, c'est les Génois qui sont les banquiers du monde à cette époque-là. On dit que tout l'or qui arrive en Espagne finit dans les caisses des banquiers de Gênes. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement à cause des guerres. Cet empire, vous avez vu, il y a les Turcs, hein, donc je vous ai parlé de la bataille de Lépante, cette immense flotte qui a été construite pour arrêter les Turcs, eh bien, elle a coûté très très cher. Mais il n'y a pas que les Turcs, il y a aussi l'Angleterre, hein, qui veut leur barrer la route. Il y a les Flamands qui sont révoltés. Donc, le roi d'Espagne en particulier doit faire face à des dépenses au niveau de l'armée considérables, au niveau de la marine également. Bon, les Espagnols se sont comportés comme des dépensiers. Ils ont dit, oh ben, puisqu'il y a de l'argent qui rentre, on ne va pas payer d'impôts, et puis on va dépenser sans compter. Ils se sont construits des palais, ils ont importé des produits manufacturés de manière massive et ils ont une balance commerciale très déficitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le roi Philippe II va voir les banquiers génois et leur demande prêtez-moi de l'argent pour financer mes guerres, pour financer les Génois. Ils disent OK, on vous fait une reconnaissance de dette et on va vous payer directement votre armée si vous voulez. Et ils se remboursent sur les arrivées d'or. Les arrivées d'or, elles arrivent, ça s'épuise. Hein. Déjà, les mines d'or commencent à s'épuiser. Et puis, il y a les Français, les corsaires français, il y a la reine Élisabeth qui a battu la Grande Armada. Donc là aussi, la flotte espagnole a été coulée. Tout ça, c'est de l'argent qui est dilapidé, on va dire de l'argent dilapidé. Pas de problème, à chaque fois, ils réempruntent aux Génois. Les Génois, ils sont là à l'arrivée des bateaux pour se faire rembourser. Mais à un moment,
il n'y a plus assez d'argent. Et il y a banqueroute. Banqueroute, ça veut dire que le roi est obligé de dire qu'il est incapable de rembourser les emprunts à échéance. Alors malheureusement, ça va être aussi la fin de la suprématie d'Anvers, parce que les soldats qui n'étaient pas payés se sont rebellés et ils ont pillé la ville. Et également, il y a eu les guerres de religion parce que Philippe II n'était pas aussi malin ni aussi ne voyait. Et il a fait rentrer l'Inquisition dans la partie de Belgique, partie belge. Heureusement, les Pays-Bas ont réussi à obtenir leur indépendance, mais la partie belge, elle, a été victime de l'Inquisition et de la vengeance des catholiques. Mais ce qui a vraiment modifié la donne, c'est que les États ont fini par comprendre comment on créait la richesse. Et ils sont appuyés sur les erreurs des Espagnols. Ils ont appliqué une théorie économique qui s'appelle le mercantilisme. Donc, qui considère qu'un prince, dont la puissance repose sur l'or et la collecte par l'impôt, doit s'appuyer sur la classe des marchands et favoriser l'essor industriel et commercial de la nation, afin qu'un excédent commercial permette l'entrée des métaux précieux. Donc, il faut pour créer de la richesse, il faut s'appuyer sur les industriels et les marchands qui, eux, vont vendre à l'extérieur, ce qui va faire que la balance commerciale va être excédentaire et qu'on va faire rentrer, grâce à cet excédent, de l'or et de l'argent. Et avec cet or et cet argent, là, on pourra le dépenser pour construire des flottes ou pour payer les armées. Le mercantilisme. Voilà. Donc voilà finalement l'aboutissement de cette mondialisation. C'est plutôt le renforcement des nations et des pouvoirs en Europe. Alors, je voudrais revenir à la Méditerranée, puisque le thème quand même de cette année, c'était la Provence et la Méditerranée. Je m'en étais un peu éloignée sur cette conférence, mais il faut dire que malgré les tensions entre Espagnols et Ottomans, les relations diplomatiques et commerciales n'ont jamais été interrompues, et notamment la France, qui devait contrecarrer la puissance espagnole et l'empire romain germanique, à négocier avec les Turcs pour l'obtention de privilèges commerciaux. Bon, c'était la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies et on a ils sont appuyés sur des capitulations qui octroyaient le droit de commercer dans cette région. Il y a eu même au XVIIe siècle des traités de paix qui ont été noués avec les provinces ottomanes d'Afrique du Nord et qui permettaient également de réguler les relations commerciales avec Alger, Tunis, puis Tripoli. Donc finalement, le commerce en Méditerranée a toujours existé et a continué malgré la fermeture vers l'Est et l'occupation turque. Et on peut dire que la Méditerranée reste et restera toujours le carrefour des peuples et des civilisations. Merci de votre attention.